Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour à tous, ici c'est Miguel. Vous avez peut-être déjà été témoin dans votre environnement professionnel de charges de travail trop lourdes, de nombreux arrêts maladie ou même de situations de burn-out. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Madame Salomé Wimmer, psychologue du travail, qui va nous partager son expérience et son regard sur ce sujet important qui est le burn-out. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour Madame Wimmer. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Oui, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous vous présenter et nous raconter brièvement votre parcours professionnel ? Je m'appelle Salomé Wimmer, je suis psychologue du travail, donc j'ai fait ma formation à Neuchâtel. J'ai fait un master en psychologie du travail et des organisations et maintenant je travaille au HUG depuis à peu près 2 ans. J'ai commencé mon stage ici, directement après les études et j'ai été embauchée en tant que psychologue du travail. Donc là, ce qu'on fait, c'est principalement des interventions dans les équipes quand il y a des sources de stress, des risques psychosociaux au travail. Et puis on fait aussi des formations, donc des formations pour les cadres, pour les médecins, les soignants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir psychologue au travail ? Alors de base, j'ai déjà été très intéressée par la santé mentale en général. C'est ça qui m'a orientée vers la psychologie. Et ensuite, à travers différentes expériences, les jobs que j'ai effectués, je me suis rendu compte qu'en fait, le travail, ça avait un fort impact aussi sur la santé mentale des personnes et que ça occupe aussi une place très importante dans la vie de tout le monde. Et c'est là que j'ai pu observer aussi que chez certaines personnes, justement, il y avait beaucoup d'effets négatifs sur leur santé dû au travail. Et puis c'est tout ça qui m'a un peu donné cette orientation de me concentrer aussi sur la santé au travail. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a poussé un peu à essayer de pouvoir aussi contribuer à un environnement de travail qui est sain pour les personnes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir rencontrer les personnes, pouvoir discuter avec plein de personnes différentes, découvrir aussi des nouveaux métiers et de pouvoir justement contribuer, favoriser un environnement de travail sain où les gens ils peuvent s'épanouir justement. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? De pouvoir aussi arriver à temps quand il y a des problématiques de santé au travail, de pouvoir aussi faire plus de prévention, de sensibiliser plus les personnes à l'avance et de pas forcément arriver quand il y a des choses qui sont déjà installées. Les entretiens de Synergie Mag. Comment définiriez-vous le burn-out ? En général, il n'y a pas une seule définition standard, mais l'OMS, elle va définir le burn-out comme un syndrome qui résulte d'un stress chronique au travail et qui n'a pas pu être géré avec succès. Et puis, on parle d'un syndrome qui a une combinaison de symptômes et de signes, mais c'est pas une entité pathologique qui est classifiée comme un trouble mental majeur. Le burn-out, ça se réfère aussi spécifiquement à la sphère professionnelle et ça représente justement un risque psychosocial majeur. Quelles sont aujourd'hui les principales causes de burn-out ? Le burn-out, il va résulter d'un déséquilibre chronique entre les exigences du travail et les ressources que la personne a ou dans l'environnement de travail pour faire face à ces stresseurs. Et puis, les causes, elles peuvent être liées justement à l'activité professionnelle, les conditions de travail. Il peut y avoir aussi certains facteurs individuels qui peuvent influencer aussi. Et on peut parler aussi justement des facteurs de risques psychosociaux qui vont avoir une influence ou qui peuvent justement augmenter ce risque, qui peuvent pousser justement à avoir un burn-out. Et il y a différents facteurs justement comme l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles élevées, un manque d'autonomie au travail aussi, c'est-à-dire d'avoir un manque de contrôle aussi sur son travail. Il y a un facteur très important aussi, c'est le manque de soutien social. Il peut y avoir aussi le manque de reconnaissance, les conflits de valeurs et le sentiment aussi d'insécurité de la situation au travail. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le syndrome de burn-out, c'est multifactoriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule cause, c'est que c'est la combinaison de plusieurs causes et sur une durée qui va faire que le burn-out peut apparaître. C'est quelque chose qui se développe aussi sur des mois et des années. Est-ce qu'il y a certaines catégories de personnes qui sont plus exposées que d'autres ? Il y a certains types de métiers qui sont plus exposés et ça va être par exemple les métiers à forte dimension relationnelle ou émotionnelle et ils vont être exposés de manière plus forte parce qu'ils ont un engagement émotionnel intense, un contact constant aussi par exemple avec la souffrance, la détresse, les tensions, des choses comme ça. Et puis donc ça peut être des professions comme les soignants, les médecins, les travailleurs sociaux, les métiers de
d'enseignement qui peuvent aussi être un peu plus exposés. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas forcément une maladie du cadre, mais que tous les échelons de la hiérarchie peuvent être touchés. Et puis au niveau des tranches d'âge, le burn-out aussi, ça va pas épargner une tranche d'âge, mais on peut savoir que il y a par exemple la tranche d'âge de 30 à 50 ans qui peut être plus touchée parce qu'il y a aussi des pressions professionnelles fortes et puis parfois aussi l'interaction avec les pressions aussi familiales, par exemple plus de responsabilités familiales. Les entretiens de Synergie Mag. Pourquoi est-il parfois difficile pour quelqu'un de reconnaître qu'il est en burn-out? Il y a différentes choses qui peuvent causer ceci. La première chose, c'est que c'est un processus progressif. Ça arrive pas du jour au lendemain. Ça veut dire que ça progresse lentement et parfois il y a une forme d'habituation aussi à la fatigue, au stress, aux choses comme ça. Et la personne peut justement s'adapter à ce sentiment de fatigue et pas vraiment se rendre compte que ce burn-out s'installe. Il y a dans certains types de métiers aussi parfois où on sous-estime la gravité du stress, de la fatigue, ou des personnes qui peuvent penser qu'ils sont juste fatiguées, juste stressées, que ça va passer, des choses comme ça. Donc il y a un mécanisme parfois de déni ou de banalisation où on va justement banaliser, s'habituer à cet état de fatigue ou de stress constant. Quels comportements ou réactions observez-vous souvent chez les personnes en burn-out? Alors, ce qu'on peut observer souvent, ça va être une grande fatigue. C'est justement dû à l'épuisement aussi physique, émotionnel. Il peut y avoir de l'irritabilité, donc ça va être des conflits avec, par exemple, des collègues ou moins de patience, des choses comme ça. Il y a un retrait social aussi, des gens qui vont s'isoler, des choses comme ça. Il y a des troubles aussi du sommeil, des troubles de concentration et de mémoire, un manque de confiance en soi, la tristesse. On peut aussi observer parfois de la culpabilité, de la honte. Dans quelle mesure la charge mentale professionnelle et personnelle s'entremêle-t-elle dans ces situations? Alors aujourd'hui, la recherche, elle montre clairement que la charge mentale professionnelle et la charge mentale personnelle, elles s'entremêlent fortement. Et on peut observer aussi que le point de rupture parfois, ou souvent même, peut être un événement en dehors du travail, qui a cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut souvent être aussi quelque chose qui vient de l'extérieur, qui peut être la santé, l'argent, les relations à l'extérieur du travail. Et il y a aussi ce qu'on observe aujourd'hui de plus en plus aussi, un effacement des frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc avec tout ce qui est les emails, le télétravail, les smartphones qu'on a accès constamment. Et donc là aussi, il y a une difficulté de se déconnecter et on reste sans cesse aussi dans un état d'hypervigilance. Et puis on peut observer aussi un effet cumulatif entre la surcharge globale d'un point de vue de la vie privée ou au travail. Donc par exemple, si dans la vie privée, on a des fortes exigences, ça peut créer aussi le fait qu'on va être aussi plus fatigué au travail, ça va être plus difficile de récupérer en dehors du travail, des choses comme ça. Les entretiens de Synergie Mag. Selon vous, le manque de soutien au travail joue-t-il un rôle important dans le déclenchement d'un burn-out? Oui, alors le soutien social, que ce soit des collègues, l'encadrement, c'est un des plus forts facteurs de protection contre le burn-out. C'est-à-dire que quand une personne elle a un manque de soutien social, ça va être un facteur de risque très fort pour l'épuisement. Ça peut être une mauvaise ou un manque de communication, des conflits, un manque de disponibilité aussi, un manque d'écoute, des choses comme ça, un manque de solidarité entre collègues ou un manque de soutien de la hiérarchie. Ça, c'est des choses qui vont augmenter justement le stress et le risque de burn-out. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi à voir, c'est que le manque de feedback social, donc ça aussi c'est en lien avec le relationnel, le manque de feedback social, c'est aussi un facteur clé en fait de sous-reconnaissance du burn-out. C'est-à-dire que s'il y a personne qui peut vous dire que voilà, vous avez certains symptômes ou certaines choses qui peuvent dire que vous commencez à être épuisé, ça aussi ce serait un facteur en fait qui peut aussi aider à prévenir l'épuisement. Quels sont les premiers signes concrets qui devraient alerter une personne ou son entourage? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le burn-out, comme je l'ai dit, c'est un processus progressif. Il va pas débuter par un effondrement brutal, mais ça va être une usure qui est lente. Et c'est justement très important d'anticiper aussi le problème le plus tôt possible. Et donc, il y a plusieurs symptômes précurseurs qui peuvent annoncer justement un début d'épuisement. Et ce qui est important déjà à remarquer, c'est les changements de comportement. C'est de voir si la personne, elle change, s'il y a un changement par rapport à son état normal. Ce qu'il peut y avoir, par exemple, les modifications du comportement,
souvent comme un isolement progressif, un retrait social, où la personne elle va avoir moins de contact avec ses collègues, où elle va éviter le contact. Il peut y avoir une perte progressive des pratiques habituelles de bonne santé, on va dire de sommeil, d'alimentation, de sport. Il y a une diminution aussi des loisirs, une augmentation du temps passé au travail. Il y a aussi une diminution de la confiance en soi qu'on peut observer. La personne peut avoir un ressenti que les exigences professionnelles sont un poids. Il peut y avoir aussi une perte graduelle de la satisfaction au travail. Il peut y avoir aussi une incapacité à se détendre hors du travail. Et on peut observer aussi un déni sur cette fatigue qui s'installe. Les entretiens de Synergie Mag. Pourquoi ces signaux sont-ils souvent ignorés? Comme on l'a vu aussi précédemment, ces premiers symptômes, on va dire, ou ces premiers prodromes, ils peuvent être souvent confondus avec une simple fatigue ou une période difficile. Et dans certains métiers, on va aussi souvent normaliser un peu cette fatigue. Tout le monde est fatigué. On va aussi normaliser le stress. Beaucoup de métiers, on va voir que c'est normalisé, parfois même valorisé. Et on entend souvent, c'est comme ça dans ce métier, il faut tenir, tout le monde est fatigué, des choses comme ça. Et donc, on peut avoir justement une forme de minimisation et même de déni. Comment un proche ou un collègue peut-il réagir face à quelqu'un en risque de burn-out? C'est très important, c'est un facteur clé que l'entourage il va observer les premiers symptômes, signaux surtout, parce que c'est plus simple de voir chez les autres ces symptômes que chez soi-même. Ce qui est important, c'est vraiment d'observer son entourage, de repérer les changements, comme on l'a dit tout à l'heure, de comportement, donc que ce soit l'isolement, une fatigue inhabituelle, une irritabilité, ou même si on peut voir des erreurs, des baisses dans la performance. Et c'est important aussi d'aborder le sujet avec la personne, de lui en parler avec bienveillance, lui montrer qu'on est là et qu'elle n'est pas toute seule pour qu'elle se sente soutenue, et d'agir aussi, de proposer de discuter avec soit un professionnel, avec un médecin, ou d'en parler si possible aussi à leur hiérarchie, au RH, et puis de voir si c'est possible aussi d'adapter l'activité, voilà. Quel rôle les entreprises devraient-elles jouer dans la prévention du burn-out? Alors, ce qui est important déjà de noter avant de répondre à la question, c'est que l'employeur, il a l'obligation en fait d'assurer la protection de la santé des travailleurs et selon la loi du travail. Et puis donc, c'est important justement d'agir sur différents niveaux pour pouvoir protéger cette santé. Il faut agir sur plusieurs niveaux de prévention. Il y a la prévention primaire, c'est donc d'agir en amont, de pouvoir sensibiliser les personnes sur la santé mentale, santé au travail, de pouvoir aussi vraiment connaître, comprendre les exigences du travail réel et détecter les sources de stress des employés et de pouvoir réduire ou éliminer, si possible, ces facteurs, et puis de pouvoir aussi renforcer les ressources pour que les personnes elles peuvent faire face justement à ces stresseurs. C'est important aussi de valoriser une culture du travail où il y a de la confiance, où on montre que la santé mentale au travail elle est importante, qu'il faut aussi sensibiliser les collaborateurs, les managers sur la santé au travail, les facteurs de risque qui peuvent conduire justement à l'épuisement. Ça, c'est pour tout ce qui est de prévention primaire, et aussi donc au niveau de la prévention secondaire, donc de pouvoir aussi repérer et accompagner les personnes, les collaborateurs, de former justement les managers à pouvoir aussi repérer les signaux précoces et la fatigue, le désengagement, proposer par exemple des dispositifs d'écoute, des cellules psychologiques par exemple, de mettre aussi certaines choses en place s'il y a des facteurs de stress qui sont existants. Il y a différents exemples, comme par exemple d'évaluer la charge de travail et d'ajuster les ressources, de favoriser la clarté des rôles et des objectifs, de garantir des marges d'autonomie et de décision, que les personnes elles ont un contrôle sur leur travail, de mettre en place aussi par exemple des espaces de parole réguliers. Finalement aussi pour la prévention tertiaire, c'est le fait donc de soutenir les personnes en souffrance, les accompagner et d'aussi accompagner un retour au travail. Et là donc c'est vraiment important de mettre en place un accompagnement pour les personnes qui sont en souffrance au travail, par exemple d'adapter aussi temporairement la charge de travail, les horaires, donc ça de manière un peu générale. Comment favoriser un management plus humain et une meilleure répartition de la charge de travail? Alors, ce qui est déjà important, c'est de savoir que, par exemple, un management qui est perçu comme juste et empathique, ça va permettre de réduire un risque de burn-out. Et ce qui est important aussi, c'est de former les managers à la santé psychologique au travail, que ce soit, par exemple, former les managers à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux qui peuvent justement avoir une atteinte à la santé psychique et physique des collaborateurs, des employés, que les managers soient assez outillés pour détecter aussi la surcharge, favoriser, par exemple, la coopération, donner du sens au
travail, aussi de favoriser des formations sur la régulation émotionnelle, la communication et de pouvoir aussi sensibiliser l'encadrement justement à l'importance de certaines ressources comme la reconnaissance, le support, la bienveillance, l'intégrité, la transparence. Et donc au niveau d'une meilleure répartition de la charge de travail, ce qui est important, c'est déjà d'évaluer la charge de travail réelle et pas seulement les objectifs que les personnes ont. Donc c'est d'utiliser par exemple certains outils comme des observations, des questionnaires, des entretiens pour mesurer justement le temps que les personnes investissent, le rythme de travail, les exigences réelles du travail. Et dans ces cas-là, on peut aussi faire appel à que ce soit un service de santé au travail de l'entreprise ou à des consultants externes qui peuvent nous aider aussi à détecter ou à évaluer cette charge de travail et tenir compte des tâches qui sont difficilement quantifiables, qui sont parfois invisibles, donc ce qui est la coordination, le soutien émotionnel par exemple, la gestion d'équipe, la charge mentale et qui doit aussi être pris en compte. Les entretiens de Synergie Mag. Quelles sont les solutions individuelles qui peuvent aider à se protéger? Alors il y en a énormément, il y a beaucoup de choses qu'une personne elle peut faire aussi pour préserver sa santé. Premièrement, le fait de diminuer les causes de stress ou d'essayer, parce que souvent on n'a pas forcément le contrôle là-dessus, mais de savoir est-ce que moi je peux agir aussi sur le contenu, est-ce que quelqu'un peut m'aider, est-ce que je peux en parler à ma hiérarchie, de communiquer peut-être sur mes facteurs de stress, ma charge de travail, est-ce que c'est possible de déléguer certaines tâches. C'est aussi important de pouvoir en parler avec ses collègues, de partager ses préoccupations, ses difficultés. Ensuite aussi de s'organiser, de prioriser certaines tâches. L'importance aussi de toujours prendre ses pauses, de pas minimiser, même de faire des toutes petites pauses. C'est très important. Donc ça c'est au niveau d'agir directement sur la cause du stress. Ensuite on peut aussi diminuer la réaction au stress. Donc là on peut avoir une action sur le symptôme, réduire l'excitation causée par le stress. Donc avec des techniques de relaxation, de sophrologie, de la méditation de pleine conscience par exemple. On peut aussi faire des formations pour apprendre à gérer son stress, consulter un professionnel par exemple, un thérapeute qui peut nous aider aussi à apprendre certaines techniques. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de vraiment prioriser sa récupération. Ça doit être une priorité. Et ce qui est aussi important de savoir, souvent ce que les soignants ou les médecins peuvent aussi oublier, c'est vraiment prendre soin des autres. Il faut aussi prendre soin de soi-même. Il faut s'assurer d'un repos suffisant chaque jour. Il faut faire attention aux accumulations. Ne pas hésiter à faire aussi par exemple des micro-siestes. Et après une journée très stressante, par exemple, de prendre aussi un moment vraiment pour soi. Un autre point important, c'est aussi d'avoir une bonne hygiène de vie, donc maintenir cette hygiène de vie avec des activités sportives, une alimentation équilibrée, du temps de sommeil aussi suffisant, de s'y viser un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle et de préserver le temps aussi qu'on se donne à soi et à notre famille et à notre entourage. Quels changements sociaux seraient nécessaires pour briser le tabou du burn-out? En général, déjà, ce qui est important, c'est de valoriser aussi la santé mentale et de déstigmatiser aussi le sujet, que ça devienne quelque chose qu'on peut en parler sans tabou. Et ce qui est important aussi, voilà, c'est de déstigmatiser aussi les personnes qui sont justement en burn-out et de créer vraiment aussi dans les organisations un climat de confiance, de valoriser les partages, les prises de parole autour de la souffrance au travail, d'en parler. Les entretiens de Synergie Mag. Selon vous, comment redonner de la valeur à la lenteur et au sens dans nos vies professionnelles? Il y a différentes choses. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir valoriser la qualité plutôt que la quantité, de reconnaître aussi que certaines choses comme la réflexion, la créativité nécessitent aussi du temps, la qualité du travail aussi. Un point aussi important, de favoriser aussi la déconnexion numérique, surtout en lien avec le travail, de pouvoir réduire la connexion, par exemple, de pas répondre aux mails dans la vie privée, de pas emporter son téléphone du travail, des choses comme ça, de vraiment mettre l'importance sur la santé mentale au travail et de réaliser que l'intensité du travail, une charge de travail forte, c'est aussi un facteur justement de risque. Et après, c'est important aussi de rappeler qu'il y a des différences entre toutes les personnes. Il y a des personnes qui préfèrent plus de lenteur et d'autres personnes qui aiment aussi travailler avec un plus grand rythme. Mais par contre, il faut aussi avoir les ressources pour pouvoir le faire. Que diriez-vous à une personne qui traverse actuellement un burn-out? Alors c'est important de savoir qu'on n'est pas seul dans cette situation, qu'il faut surtout pas culpabiliser et qu'en fait le burn-out c'est pas une faiblesse personnelle, c'est plutôt une réaction face à une situation de déséquilibre prolongé, face à des stresseurs aussi externes et c'est un signal très fort qui invite aussi à se reposer, à demander de l'aide, à se recentrer sur ce qui compte vraiment, d'apprendre aussi à s'écouter, à prendre soin de soi et de mettre aussi en place certaines activités qui nous nourrissent et qui augmentent
alimente aussi notre énergie. Il faut savoir aussi justement que prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité aussi pour se reconstruire et retrouver du sens dans sa vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Quel message aimeriez-vous transmettre aux managers et aux entreprises pour mieux prévenir le burn-out? Ce qui est important, c'est vraiment de favoriser une culture du travail qui est centrée sur l'humain. On peut prendre aussi l'exemple de ce que le SECO dit, que prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Ça profite tant aux employeurs qu'aux travailleurs. Et des bonnes conditions de travail et un sentiment de succès dans l'activité professionnelle sont en revanche générateurs de bien-être physique, psychique et sont à même d'accroître la motivation mais aussi la performance des travailleurs. Ça signifie aussi d'écouter réellement les équipes, reconnaître la charge de travail, les efforts, encourager justement un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et de créer justement cet environnement de confiance où la parole elle est libre et la vulnérabilité est acceptée. Les entretiens de Synergie Mag. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris à travers vos mots. En tant que jeune professionnel, cela me pousse à réfléchir sur mes propres limites et de prendre soin de ma santé, de mon bien-être. Ça m'a aussi appris de savoir dire non et quand il faut dire stop, parce que j'ai remarqué, c'est dans ma génération, on est très sensible à la santé mentale et il y a des jeunes qui pensent beaucoup à leur santé mentale dans leur travail. C'est vrai que c'est très positif, c'est qu'on s'aperçoit que les jeunes, ils arrivent de plus en plus à mettre justement ces limites, à s'écouter à temps et de repérer justement ces signaux d'alerte. C'est très positif. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. Les entretiens de Synergie Mag.